l'actualité maintenant chaque semaine. Vous voyez, sur ce bureau, ça représente quelques mois seulement d'affaires de vidéo-piraterie. Vraiment, donc, et chose étonnante, il n'y a eu en France, depuis que la vidéo grand public existe, qu'une seule affaire jugée. C'est là où je ne comprends pas, où tout le monde se pose la question, pourquoi? Ça, c'est Peter Pan. Et c'est une cassette pirate, une cassette illégale. Voici Mad Max 2, une autre cassette pirate. Normalement, elle est introuvable. Ça, bien sûr, c'est E.T., le numéro 1 au hit parade de la piraterie. Une cassette un peu abîmée, mais tellement demandée. E.T., c'est le porte-drapeau des pirates. Après avoir submergé la Belgique, l'Italie et surtout l'Angleterre, les voilà en France. Ils ont les dents longues, déjà 30% du marché leur appartient. La Belle et le Clochard, Rocky III, aucun film ne leur échappe. Ils vont jusqu'à produire leurs propres jaquettes, parfois artisanales comme ici, grossièrement découpées dans des journaux d'enfants, souvent sans faille. Voyez celle-ci et regardez bien celle-là. Elles sont parfaitement identiques. Et pourtant, celle de gauche est pirate. La cassette pirate, elle a un attrait tout à fait particulier, c'est que tout le monde peut voir les nouveaux films. Même souvent, bien souvent, avant leur sortie en salle. Des films, prenons l'exemple des films comme L'As des As ou E.T., hein, qui est, paraît-il, la cassette de toute l'histoire de la vidéo la plus piratée. Hein, bon, ben, ce sont des films qu'on se procure, du moins chez nous, je pense, assez facilement. Ce sont des cassettes que vous avez? Ce sont des cassettes que j'ai. Les protections pourtant ne manquent pas. D'abord, du côté des professionnels, ceux qui, justement, sont chargés, officiellement, de tirer les copies et de fabriquer les cassettes. Ils le font à partir des masters, c'est-à-dire les bandes originales que fournissent les sociétés de films. Les masters arrivent par des camions spécialisés, dans lesquels il y a des coffres forts, qui sont des coffres blindés. Ces masters sont entreposés chez nous dans une chambre forte, où il n'existe pas de clé. Enfin, il y a une personne ou deux personnes qui ont la clé, c'est tout. Et n'importe qui ne peut pas aller dans cette pièce. Ensuite, cette maison est absolument protégée à la fois par des radars internes, par des grilles, vous avez vu, sur l'ensemble des fenêtres. Vous avez vu qu'il y a un service de gardiennage et de sécurité à l'entrée, qu'il est très difficile de se promener dans l'entreprise sans être à la fois accompagné, d'avoir un badge, de savoir exactement qui vous êtes. Donc, quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur et se promener dans la maison comme ça. De l'autre côté, il y a les producteurs, français et américains, les majors, comme on dit, qui tentent de protéger leurs droits d'auteur. Peut-être parce qu'il est le plus piraté, Dominique Bigg, le patron de Walt Disney, est aussi le plus virulent. On a très peu de moyens. Bon, on a un syndicat qui s'appelle le SNEV, le Syndicat national de l'édition vidéographique, où nous avons un comité anti-piraterie, et nous essayons, grâce aux cotisations, de lutter contre cette piraterie. Disons qu'on essaye beaucoup plus de saisir les cassettes pirates ou d'empêcher les pirates d'exploiter ces cassettes, mais je veux dire, on peut contrôler ce qui est contrôlable. Je veux dire, maintenant, il y a véritablement il y a vraiment deux clans. Il y a le monde du cinéma et de la vidéo, et puis les pirates ou les voleurs. Ces voleurs, Bigg et ses confrères les traquent comme ils peuvent. Ils leur envoient des faux clients qui s'inscrivent à des vidéoclubs, louent des cassettes, jusqu'au jour où le vendeur, imprudent, leur propose la cassette pirate. De cette piraterie, nous allons remonter la filière.
Voilà, un pirate vient de nous prêter quelques-unes des cassettes qu'il s'apprête à livrer. Dans ces caisses, il y a des masters, c'est-à-dire des bandes qui serviront à dupliquer, à copier pour faire d'autres cassettes. Il y a Bernard et Bianca, Merlin l'Enchanteur, Peter Pan, Mad Max 2, autant de cassettes qui ne sont pas encore sorties dans le public. Mais il y a surtout des cassettes en Betamax, des cassettes en VHS et des cassettes en V2000, c'est-à-dire les 3 standards qui existent sur le marché européen. C'est dans ce vidéoclub que vous pourrez trouver les cassettes tirées de ces masters, car c'est dans l'arrière-boutique qu'elles sont fabriquées. Nous sommes dans un laboratoire clandestin. Beaucoup de matériel sophistiqué. Une enfilade de pièces tout aussi riche en matériel. Mais nous n'avons pu tout filmer. Ici, apparemment, on dérange. Il y a bien sûr beaucoup de ces petits laboratoires, mais les gros existent. Moins nombreux, mais tout aussi équipés que les grands laboratoires officiels. Ici, c'est l'équipement lourd. Les investissements se comptent par centaines de millions, la technique est la dernière en date, et le produit fini rivalise en qualité avec la cassette officielle. C'est bien ce que nous disent les pirates. Nous avons la qualité, nous ne piratons que des bons films, parce que nous aimons le cinéma. Faut pas tourner autour du pot. On le fait d'abord parce qu'on aime le cinéma, parce qu'on adore la vidéo, parce qu'on aime bien Véronique aux gendarmes, parce que ça rapporte pas mal d'argent. Il y a un peu de tout. D'où viennent les films? Plusieurs sources. Essentiellement d'abord les États-Unis. Via l'Angleterre, ils arrivent en Europe. On reçoit le film avec la décomposition des scènes, en fait, un script, et une traduction que l'on fait faire ici du commentaire qu'on a reçu. Et ça vous vient des compagnies américaines? On ne sait pas si ça vient directement de la compagnie américaine ou si ça vient de quelqu'un qui travaille dans cette compagnie américaine ou qui a quitté cette compagnie américaine et qui peut se permettre de refaire un boulot qu'il faisait précédemment. Une autre source, ce sont les cinémas français, les films français. C'est une source que vous ne devez pas ignorer. Les projectionnistes vous passent les films. Ça veut dire qu'on leur loue le film pour une nuit. Et vous les payez combien? En Belgique, 10 000. Ça doit être à peu près la même chose en France. C'est-à-dire combien en francs français? Oh, 1300, 1400 francs. À partir de ce film, vous faites ce que l'on appelle un master, c'est-à-dire un peu une bande mère. Et ce master, vous le faites tout. C'est du travail à façon, qui est fait de la même manière que n'importe quel autre type de travail à façon dans n'importe quel autre type d'industrie. C'est-à-dire que vous les faites dans des laboratoires tout à fait officiels. C'est ça, ce sont des laboratoires tout à fait officiels qui travaillent après leurs heures, avec ou sans la complicité de la direction. C'était en général avec la complicité de la direction et du personnel. Il est certain que dans certains studios parisiens, par exemple, c'est connu, nous le savons puisqu'on l'a fait, il y a moyen de faire n'importe quel type de recopiage, et il est certain que s'ils sont équipés d'un matériel d'enregistrement, ils doivent également pouvoir faire ce genre de métier. La nuit, bien entendu. Vous pensez à quel laboratoire français? Il y en a beaucoup. Il y a VCI, entre autres. Il y en a d'autres. Mais disons que VCI, c'est un exemple frappant. Et connu. Est-ce que vous avez des clients français? On en a plusieurs. On a des clients particuliers, on a des vidéothèques, on a un peu de tout. On a eu vraiment du beau monde. Hein. Dans notre studio, on a vu défiler Sartou. Et ils faisaient quoi? Ils venaient chez vous pour faire quoi? Ou passer commande, ou enlever la marchandise, suivant les possibilités de leurs différents galas. Ça veut dire quoi? Ils achetaient des masters pour en faire des copies? Oh, probablement. On n'achète pas un master à un prix aussi élevé pour s'amuser avec. Et pour regarder chez soi, ça c'est impensable. Même si on gagne des centaines de milliers de francs, ça n'existe pas. Si ça, on achète ça, c'est pour en faire un commerce. Et selon vous, ils faisaient commerce? On en a eu confirmation par après, par des pirates français, oui.
qui ont retrouvé chez eux des... Non, qui ont travaillé avec ces gens. Michel Sardou a un gros bonnet du piratage de cassettes vidéo en Belgique. Vous met en cause. Le bonnet de la drogue. Oui, il met en cause, oui. Il dit qu'il a travaillé avec vous, que vous disposez de matériel fantastique, etc. C'est exact, je dispose d'un matériel formidable, mais je dis pas le nombre de magnétoscopes parce que je veux pas payer la taxe. Alors je dis pas ce que j'ai à la maison, je vais essayer d'en payer le moins possible. J'ai un très bon matériel, j'ai une très bonne collection de films. Alors c'est vrai que j'ai eu des films qui n'étaient pas dans le circuit, c'est-à-dire des films que j'ai pu avoir avant. Mais je n'en ai jamais fait le commerce, donc c'est des films que j'ai vus, que j'ai passés chez moi. Je ne sais pas comment s'appelle ce gros bonnet belge. Mais je n'ai pas travaillé avec, je n'ai pas fait travailler des gens, ni des pirates. Je me suis servi des cassettes de vidéos qui roulaient, qui circulent, qui viennent de Londres, qui viennent d'Amérique, qui viennent partout. Mais disons, je suis pas un pirate, pas encore. Remarquez, je le regrette parce que je me serais fait une fortune à l'époque. Mais le Belge, là, qui me donne son nom quand même, je sais jamais. Vous connaissez la filière belge ou pas? Non, pas du tout. Non, je connais le French Connection, je connais le Thailand Connection, je connaissais pas la Fried Connection. Au niveau des collaborateurs... VCI n'a pas voulu entrer dans la polémique. Pour lui, l'accusation ne tient pas pour 4 raisons. 1. Nos clients doivent apporter la preuve de la propriété artistique du film. 2. Tout travail est soumis à procédure administrative complexe. 3. Sur chaque cassette éditée, nous inscrivons notre marque, notre signature. 4. La piraterie oblige à des complicités internes impossibles chez nous. Elle nous ferait courir le risque de perdre nos gros clients. Tout le monde se défend. Et pourtant, chaque fois que quelque part, à Paris, à Bruxelles ou ailleurs, il y a un télécinéma, la machine qui transforme la pellicule film en vidéo, il y a risque de piraterie. Des risques qui vont encore augmenter. Le 6 janvier dernier, Jacques Lang oblige les producteurs à attendre 1 an après la sortie de leur film pour l'éditer en cassette. Bizarrement, c'est contre cette loi que Piraté Officiel se retrouve uni. C'est un chèque en blanc pour les pirates pour 12 mois. Vous allez sortir un film, les pirates vont avoir 12 mois pour pouvoir faire des vidéocassettes. Ils sortent le film en film et ils sortent le film en vidéocassette. Et de toute façon, ils auront, eux, à leur niveau, qu'à y gagner. Ça, c'est certain. Voici un extrait de Rocky 3. Là encore, les images sont volées, la qualité est excellente. On va juste se balader autour du ring pour commencer, pour les exciter, d'accord? Je te cours après, puis après tu me cours après, d'accord? Je veux pas frapper trop fort, ok? Ah, comme ça. Éloigne-toi de lui. C'est pas mal. Ça va là? Hein? Je tape pas trop fort. Pirates et officiels, David contre Goliath ou complice? Vous dites qu'il y a d'un côté le monde du cinéma et de la vidéo et de l'autre côté le monde des pirates. Est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être 2 mondes tellement étanches? Est-ce qu'on ne retrouve pas les uns chez les autres? Oh, certainement, non mais c'est sûr, il y a des complicités évidentes, c'est pas possible autrement. C'est absolument impossible.